sur i24 News. Merci d'être avec nous ce matin. J'espère que vous avez bien dormi. Beaucoup d'actu qui nous attend. On commence cette édition par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril Amar, bonjour. Bonjour. Alors, le grand titre ce matin dans les journaux israéliens, c'est cette attaque il y a 2 jours contre le Hezbollah au Liban. Une attaque, des frappes confirmées par un haut responsable israélien au magazine Time. Oui, vous savez, les raids israéliens ont eu lieu à quelques encablures à peine de Jérusalem. Mais pour en savoir davantage sur ce qui s'est réellement passé lundi soir à la frontière syro-libanaise, eh bien, la presse israélienne s'appuie sur ses confrères d'outre-Atlantique. C'est un rituel dans la presse israélienne. Alors que les lecteurs hébréophones soient rassurés, le Israël Hayom vous dira tout ce matin sur les révélations du Time Magazine auquel s'est confié un haut gradé israélien. Israël affirme l'officiel, oui, Israël a bien bombardé un convoi du Hezbollah à la frontière syro-libanaise. Alors, les raids auraient visé ces missiles qu'on va voir à l'écran, des missiles sol-sol de type SS-26, des missiles pouvant porter des ogives lourdes et des ogives que ne possédait pas jusque-là le mouvement chiite libanais. Alors, toujours selon le Israël Hayom, la frappe aurait été effectuée du côté syrien de la frontière et non pas du côté libanais, comme les médias à Beyrouth l'avaient annoncé hier. Israël et le Hezbollah jouent au chat et à la souris, écrit de son côté l'expert militaire du Yediot Aharonot, Alex Fishman. Ceux qui ont attaqué lundi soir ont de bonnes raisons de croire que le Hezbollah ne ripostera pas. L'axe du mal Téhéran, Damas, Hezbollah est rudement mis à mal par les combats en Syrie et aucun de ces 3 protagonistes, nous dit Alex Fishman, non, aucun de ces 3 ne souhaite réellement entraîner Israël dans une guerre régionale qui pourrait faire perdre le pouvoir à Bachar el-Assad. En revanche, note Alex Fishman, eh bien, ces 3-là jouent avec Israël au jeu du chat et de la souris. À chaque fois que cela est possible, ils transfèrent des armements sophistiqués vers le Liban. Ça passe ou ça casse, nous dit Alex Fishman. Tout dépend de la qualité du renseignement israélien et de ses opportunités opérationnelles. Netanyahou, quant à lui, a tenu à brouiller les pistes, selon les journaux israéliens. Nous ne disons pas ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse conjointe avec Angela Merkel, avant d'ajouter qu'Israël faisait tout le nécessaire pour défendre ses citoyens. Voilà qui est dit. Notre invité ce matin, c'est Freddy Ettal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste, ancien diplomate. Alors, sur cette affaire, d'abord un mot de ce haut gradé qui dévoile qu'Israël a bien frappé au Time Magazine. Quel est ce type de personnage, de haut responsable, et est-ce qu'il parle avec l'aval du gouvernement israélien ? D'abord, je ne crois pas. Et il faut dire que c'est quand il y a un responsable ou un haut fonctionnaire israélien anonyme, ça peut être n'importe qui. Et donc, ce n'est pas le gouvernement ou l'État d'Israël qui confirme. Ce genre d'opération n'est jamais confirmé ni infirmé dans ces conditions-là, parce qu'Israël a une politique claire et nette, c'est-à-dire des frappes, des opérations militaires, confidentielles, secrètes, pour éviter à tout prix le transfert de missiles ou d'armes sophistiquées du Hezbollah vers... Parce qu'il y a d'abord une crise en Syrie, il faut le rappeler. Le Hezbollah est mêlé en Syrie. Et il a besoin, évidemment, d'aider le régime de Bachar el-Assad. Cette frappe, si elle a eu lieu, on ne sait pas exactement, mais il y a eu dans le passé des frappes, et ils ont été confirmés plus tard. C'est une politique, la politique du flou. Et c'est important parce qu'il n'y a pas eu de réaction officielle du côté du Hezbollah. Le régime d'Assad n'a pas confirmé ni infirmé. C'était exactement la même chose avant. Alors, et donc, les deux parties jouent cette dissuasion qui est importante pour les deux parties. Alors, sur cette question, vous l'avez dit, le Hezbollah n'a pas encore réagi. Ça présage quoi comme type de réaction du mouvement Parce que le Hezbollah est impliqué dans la guerre en Syrie. Il ne veut pas ouvrir un deuxième front contre Israël. Il ne va pas riposter contre Israël. Pour l'instant, il n'y aura pas de riposte, mais il faut craindre aussi, suite à l'assassinat de Moligné, suite à d'autres opérations qui ont été faites, il se peut qu'il y aurait des opérations outre-mer, c'est-à-dire contre des cibles israéliennes ou juives en Europe ou en Amérique latine. Et paradoxalement, l'absence de réaction israélienne sert les intérêts de l'axe du mal, puisque si Israël avait réagi, cela aurait peut-être contraint effectivement la Syrie à réagir. Voilà, la Syrie, le Hezbollah et peut-être l'Iran. Restez avec nous, Freddy Ettal. On continue avec vous, Cyril, de balayer les titres, la une de la
L'après régional, direction la Turquie à présent, où le Premier ministre Erdogan est mis à mal par une affaire d'écoute. Aïe aïe aïe, regardez, il fait la grimace, le Premier ministre turc Erdogan sur cette photo du quotidien Zaman. Et pour cause, le journal proche de son rival politique, l'influent prédicateur Fethullah Gülen, c'est que le scandale de corruption qui éclabousse son parti depuis des semaines le vise aujourd'hui personnellement, après la diffusion d'un enregistrement téléphonique très compromettant pour Erdogan. Alors dans cet enregistrement, un homme, présenté comme le Premier ministre turc, conseille à un autre, décrit comme son fils aîné, Bilal, de se débarrasser d'environ 30 millions d'euros, quelques heures seulement après un coup de filet de la police qui avait visé des proches du régime. Mais le Premier ministre turc, lui, dénonce un complot, un faux, un montage indécent, a-t-il dit, une attaque haineuse, alors que selon le journal Hurriyet, un autre journal turc, l'opposition exige le départ immédiat du Premier ministre. Pour le chef du principal parti d'opposition, ces bandes sonores sont aussi réelles que le mont Ararat. Le mont Ararat, vous savez, c'est le mont le plus élevé de Turquie. Prenez donc un hélicoptère, fuyez à l'étranger ou démissionnez. C'est ce qu'a lancé hier Kemal Kılıçdaroğlu lors d'une réunion extraordinaire de son parti, le principal parti d'opposition turc, le CHP. Voilà pour la Turquie, on y reviendra au cours de cette édition. On revient en Israël avec la visite d'Angela Merkel qui s'est clôt hier. Et vous nous montrez ce matin une photo qui fait le buzz, une photo lors de la conférence de presse conjointe Merkel-Netanyahou. Oui, les jeux d'ombre et de lumière, vous savez, ce sont des jeux qui sont chers aux photographes. Mais cette ombre-là, vous allez le voir, comment vous dire, elle revêt une signification toute particulière au vu des relations particulières, elle aussi, qu'entretiennent l'Allemagne et l'État hébreu. Alors vous le voyez, bien malgré lui, le Premier ministre israélien Netanyahou fait tout simplement une moustache à la Adolf Hitler, à la chancelière allemande, son hôte donc au cours de leur conférence de presse conjointe hier à Jérusalem. Un cliché immortalisé par Marc Israël Selem, le photographe du quotidien israélien en langue anglaise Jerusalem Post. Alors au départ, le journal n'a pas voulu publier l'image, mais sur Facebook, la version en hébreu du quotidien la publie et là, l'effet est viral. Sur Twitter, l'image est partagée plus de 4000 fois en moins de 2 heures, Barbara. Une image qui vaut donc 1000 tweets, écrit ce matin le quotidien Jerusalem Post. Et puis je voulais vous parler également d'une autre image pour conclure. Cette fois-ci, il s'agit d'un dessin de presse, sans illusion d'optique cette fois-ci, une caricature publiée par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, je ne sais pas si je prononce ça correctement, mais enfin, qui commentait la semaine dernière l'acquisition de l'application WhatsApp par Facebook. Alors vous le voyez, l'entrepreneur juif américain Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, est figuré ici en pieuvre tentaculaire, en essayant de contrôler les réseaux sociaux. Une image choquante selon le centre Simon Wiesenthal qui voit un rappel de l'iconographie nazie des années 30. Un coup de gueule qui a conduit le caricaturiste à dessiner cette fois-ci sans gueule, Barbara, le pauvre céphalopode aux 8 bras. On le voit, il n'a plus de visage. Merci beaucoup, Cyril, à tout à l'heure. Et on parle également ce matin de cette tension sur le mont du Temple. Hier, à Jérusalem, la Knesset a entrepris en effet un débat sur la souveraineté de ce lieu saint, le site religieux le plus disputé au monde et qui a déjà mis le feu aux poudres plusieurs fois entre Israéliens et Palestiniens. Le mont du Temple bataille autour d'un héritage. C'est un reportage signé Enrique Zimmerman. En voici un extrait et on en parle juste après. Alors, je ne sais pas si on peut avoir l'extrait. C'est... Voilà. Quand Arabes et Israéliens rêvent de paix, voilà leur plus grand obstacle. Une colline de la taille de 18 terrains de football, l'épicentre d'innombrables affrontements sanglants. Le mont du Temple à Jérusalem, Arabaït pour les Juifs, ou Haram al-Sharif, l'esplanade des mosquées pour les musulmans. C'est là qu'aurait eu lieu le sacrifice d'Isaac, mais aussi d'ici serait monté le prophète Mahomet vers le ciel. Une colline qui est secouée jour après jour par le choc de visions inconciliables. Une colline où s'affrontent les extrêmes. Yehuda Etzion a 62 ans. Dans les années 80, il a fondé un groupe terroriste de 27 membres. Il est responsable d'attentats à la voiture piégée contre des leaders palestiniens dont 2 ont été grièvement blessés. Mais son plan principal était de faire sauter le dôme du rocher. Le Shabak, service secret israélien, a réussi à démanteler ce groupe à temps.
et Etzion a fait 5 ans de prison. À sa libération, Etzion a changé de tactique. Il a décidé de préparer les plans du 3e temple avec l'aide d'architectes. 22 ont refusé l'offre. Le 23e architecte, Yoram Ginsburg, a accepté de relever le défi. Celui qui contrôle Jérusalem contrôle toute la terre d'Israël. On ne peut pas contrôler la terre d'Israël. Pour moi, c'est comme si on était en Ouganda. Tant que nous n'aurons pas le mont du Temple, Jérusalem et la Judée-Samarie, c'est comme si nous n'étions jamais revenus. Je pense que, en fait, au fond de leur conscience, au fond, ils connaissent la vérité. Ils savent que ce sont des voleurs. Ils savent qu'ils nous ont dérobés. Ils savent que la période islamique sur le mont du Temple touchera à sa fin. Le moufti de Jérusalem, Mohammad Husseini, est la plus haute autorité islamique locale. Une attaque contre la mosquée Al-Aqsa déclencherait une explosion de colère, pas seulement à l'échelle du Moyen-Orient, mais dans le monde entier. C'est l'un des lieux qui déclenche le plus de passion pour 1,5 milliard d'êtres humains. Une poudrière, le terrain d'un face-à-face éternel, d'une bataille pour un héritage millénaire. Freddy Eitan, vous êtes directeur du CAP, Centre des affaires publiques et de l'État. Vous connaissez bien le sujet du mont du Temple. Alors pourquoi il cristallise tant de tensions entre Israéliens et Palestiniens, ce lieu? C'est normal. Je dirais que le mont du Temple, depuis la nuit des temps, depuis le premier temple, puis le deuxième, en 70, par Titus, nous prions sur le mont du Temple. Le mont du Temple, c'est Abraham, c'est le mont Moria. Mais c'est aussi pour les musulmans le 3e site, après Médine et la Mecque. Donc c'est l'épicentre, c'est la poudrière, je dirais, religieuse entre chrétiens, juifs et musulmans. Pourtant, aujourd'hui, les Juifs n'ont pas le droit d'y prier au mont du Temple. Pourquoi? Oui, et je crois que c'est une faute historique, scandaleuse et révoltante, que Moshe Dayan, en 1967, avait remis, après la conquête donc, de Jérusalem, a remis les clés donc, du mont du Temple au Waqf. À l'époque, il voulait éviter toute friction avec les musulmans. Il était le conquérant, nous étions là les occupants. Nous avons tout de suite accordé la souveraineté de Jérusalem. Nous sommes aujourd'hui souverains de Jérusalem et du mont du Temple, il faut le dire, puisque l'armée et la police sont là. Il y a une station de police donc, à côté du mont du Temple. Donc nous sommes souverains sur le papier. Nous n'avons pas le droit d'accès. Sur le plan de la halakha, vous le savez, sauf le grand Cohen, le Cohen Agadol, a droit à accès donc, au sanctuaire. Donc c'est à la fois complexe, compliqué sur le plan religieux, sur le plan halakhique, mais c'est aussi sur le plan politique et religieux. Alors, sur le plan politique, Freddy Eitan, justement, un député de droite, droite dure même on peut dire, Moshe Feiglin du Likoud, lance ce projet de loi hier sur la souveraineté de ce lieu saint. Pourquoi tout d'un coup il se réveille, Moshe Feiglin? Écoutez, Moshe Feiglin a une opinion assez claire. Ses opinions sont à l'aile extrême donc, du Likoud. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres, Danon, Regev. Moshe Feiglin cherche, et il l'a dit, cherche à devenir un jour Premier ministre. Et c'est comme Ariel Sharon, en 28 septembre 2000, il est monté sur le mont du Temple et puis il a gagné ses élections. Donc il cherche à avoir ça a lancé la deuxième intifada aussi. Et ça a lancé, évidemment, ça a provoqué, c'était une visite de provocation de la part de Sharon, mais sur le plan intérieur, donc, il a gagné ses élections face à Barak. Et ce projet de loi, il est lié aux négociations de paix actuelles? Je ne crois pas. D'ailleurs, il faut dire aussi que cela ne va pas se réaliser. C'est un projet de loi privé. Ce n'est pas la politique du gouvernement, ni celui de Netanyahou. Donc, il est dans ces conditions-là, je crois que Moshe Feiglin représente une minorité infime de la Knesset, parce que nous ne voulons pas, évidemment, créer non seulement avec les musulmans, avec le Waqf, mais aussi avec la Jordanie. Nous avons des relations diplomatiques avec la Jordanie depuis 1994. Donc la Jordanie donne toujours, et c'est elle qui est patronne, si vous voulez, du Waqf et qui donne des subventions. Pourtant, si les négociations de paix avancent, est-ce que la question de ces lieux saints et à qui ils appartiennent va finir par être tranchée?
On est obligé de trancher, mais vous savez, il est important d'avoir un dialogue aussi interreligieux, parce que ce n'est pas seulement politique. Et donc, Jérusalem, ce qu'on appelle le bassin saint de toute la région, a été déjà discuté dans les paramètres de Clinton, avec Ehud Barak et Yasser Arafat. Mais il n'est pas question aussi, d'une part, et c'est inadmissible, que des Juifs ne peuvent pas. L'État d'Israël, l'État juif est un État souverain. Et on a le droit de prier comme on a prié pendant des milliers d'années. Et donc, on doit avoir accès. D'autre part, il est inadmissible aussi et révoltant que des archéologues israéliens ne peuvent pas avoir accès donc à ces vestiges extraordinaires pour retrouver donc l'histoire de notre peuple. Merci beaucoup Freddy Ethan d'être passé nous voir ce matin. À suivre dans le morning, le ton monte dans les rues de Turquie et les jours au pouvoir du tout-puissant Erdogan pourraient être comptés. Tous les détails après un nouveau journal. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous et on poursuit par la situation en Turquie où le ton est largement monté hier. Les jours au pouvoir du tout-puissant d'Erdogan pourraient être comptés. Il est au cœur d'un vaste scandale de corruption après les révélations d'un enregistrement. L'opposition réclame sa démission et de nombreuses manifestations ont eu lieu hier soir à travers l'ensemble du pays. Regardez. Serait-ce le début d'un véritable imbroglio politique en Turquie? L'image de Recep Tayyip Erdogan a été mise à mal après la diffusion d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec son fils. Fils, ce que je veux te dire, c'est de faire sortir tout ce que tu as chez toi, d'accord? Qu'est-ce que je peux avoir chez moi? Il n'y a que l'argent qui t'appartient. Dans cet enregistrement posté sur YouTube, un homme présenté comme le Premier ministre conseille à un autre décrit comme son fils aîné Bilal de se débarrasser d'environ 30 millions d'euros quelques heures seulement après un coup de filet de la police visant des dizaines de proches du régime. Recep Tayyip Erdogan, touché en plein cœur, n'a pas tardé à réagir. Ce qui est fait constitue une attaque haineuse contre le Premier ministre de la République de Turquie. Nous allons lancer une action en justice en réponse à tous ces incidents. Sitôt diffusée, cette écoute téléphonique a enflammé les réseaux sociaux et l'opposition qui dénonce depuis des semaines la corruption du régime islamo-conservateur au pouvoir depuis 2002. Concernant l'enregistrement, pour moi, tout semble être vrai. Je pense que la Turquie prend un chemin sans retour. Du côté de l'opposition, le jugement est sans appel. Le Premier ministre turc, dont l'image a été ternie par le vol et la corruption, doit démissionner immédiatement. Des révélations qui pourraient faire voler le pouvoir en éclats. Face à ces réactions, Recep Tayyip Erdogan n'a pas tardé à prendre des mesures. En premier lieu, l'adoption de lois renforçant le contrôle du réseau Internet, de l'institution judiciaire et de la police. Selon des quotidiens pro-gouvernementaux, ce seraient des milliers de personnes qui auraient été placées sur écoute en Turquie, sur ordre de policiers ou de magistrats proches de la confrérie du prédicateur musulman Fethullah Gülen, l'ennemi juré de Recep Tayyip Erdogan. Et pour bien comprendre la situation, nous sommes en ligne avec Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que, Emmanuel, cet enregistrement va coûter sa tête à Erdogan? C'est encore difficile de savoir si ce scandale va causer la démission de Erdogan. Je pense en tout cas que son image est extrêmement ternie, pas seulement à cause de la corruption que cela révèle, alors même que, je vous rappelle, le parti islamiste de Erdogan avait gagné les élections de 2002, en particulier à cause du sujet de la corruption, en se présentant comme un parti non corrompu et incorruptible, mais c'est un parti qui est au pouvoir maintenant depuis 12 ans. Et ce n'est pas seulement la corruption, c'est également l'autoritarisme du régime d'Erdogan, avec en particulier l'atteinte aux libertés individuelles, dont sur Internet. Donc il y a là, effectivement, un combat qui se mène aujourd'hui entre l'opposition et le parti islamiste de Erdogan, mais Erdogan se donnait tous les moyens pour faire taire l'opposition. Je vous rappelle que la Turquie a plus de journalistes internés et emprisonnés que tout autre pays au monde, que le système judiciaire est également contrôlé plus ou moins par Erdogan. Il y a placé tous ses proches. Donc est-ce que l'opposition parviendra, avec tous ces garde-fous qu'Erdogan a placés depuis 12 ans,
à obtenir sa démission. Il y a un véritable point d'interrogation sur cette question. Alors Erdogan se défend, il clame que cet enregistrement est un faux, un montage. Est-ce que c'est plausible pour vous ? Écoutez, seule une enquête permettra de le déterminer, mais en tout cas Erdogan a beau à chaque fois accuser des comploteurs, et en particulier la confrérie qui s'oppose à lui, la confrérie musulmane qui s'oppose à lui de complot. Mais cela fait beaucoup de complots. Je veux dire, il y a une limite jusqu'à laquelle il peut à chaque fois accuser des complots contre sa personne et contre la Turquie. Il ne peut pas ignorer le fait qu'il y a une opposition, une véritable opposition, non seulement à son autoritarisme, mais également à la législation islamiste qu'il fait pousser en Turquie, à une politique étrangère irresponsable qui crée un véritable fossé entre la Turquie et les pays occidentaux. Donc la critique est légitime et je crois que Erdogan souffre d'une usure de pouvoir après 12 ans au pouvoir. Il ne supporte plus la critique. Il qualifie toute critique à son égard de complot. Et cela est un signe justement de cette dégradation autoritaire et de cette usure du pouvoir. Alors vous l'avez dit, Erdogan accuse l'organisation du prédicateur Gülen d'instrumentaliser ses enquêtes anticorruption. Qui est ce prédicateur et qu'est-ce qu'il lui reproche à Erdogan ? Au début, il était l'allié politique d'Erdogan. Il avait beaucoup contribué à le faire monter au pouvoir. Il était lui-même islamiste. Mais petit à petit, il s'est éloigné de Erdogan à cause, encore une fois, de son autoritarisme, à cause de cette politique étrangère qui crée de véritables problèmes pour la Turquie sur la scène internationale. Il est possible également qu'il souhaite lui-même hériter le pouvoir, ou en tout cas un de ses proches, et puis en tout cas un véritable fossé s'est créé entre ces deux anciens alliés ce fossé se trouve aujourd'hui au centre de ces luttes politiques internes en Turquie. Merci beaucoup Emmanuel Lavonne d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes sur i24 News, nous sommes le mercredi 26 février. Voici les grands titres de cette matinée. C'est bien Israël qui a frappé un bastion du Hezbollah au Liban lundi soir. C'est un haut responsable israélien qui le confirme au Time Magazine. Les avions israéliens ont bombardé par missiles sol-sol 2 positions du Hezbollah à la frontière libano-syrienne, tuant au moins 3 terroristes. Plus aucun soldat américain en Afghanistan, scénario désormais plausible. La patience de Barack Obama est à bout. Il a téléphoné au président afghan Hamid Karzai pour l'informer de sa décision. Un retrait total des forces américaines du pays si ce dernier s'obstine à ne pas signer un accord bilatéral de sécurité avec les États-Unis. Et puis on vient de l'évoquer, le ton monte dans les rues de Turquie et les appels à la démission d'Erdogan se succèdent au lendemain de la diffusion d'une conversation présumée entre le Premier ministre et son fils, évoquant de fortes sommes d'argent à cacher. La police turque a dispersé hier soir des rassemblements anti-corruption dans une dizaine de villes du pays. D'autres appels à manifester ont été lancés pour les jours à venir. Enfin, sachez que l'Organisation des grands rabbins d'Europe en appelle à Binyamin Netanyahou, leur demande qu'Israël protège les Juifs d'Ukraine. L'agitation politique dans le pays a été accompagnée par une vague d'attaques antisémites. Israël pourrait fournir des fonds et du personnel de sécurité afin de protéger les institutions juives du pays. Et on parle à présent de cette mini-révolution au Vatican. Le pape François opère en ce moment une grande réforme de la curie. On assiste en ce moment à la première étape, la création d'un secrétariat pour l'économie. Bethsabée Salem, c'est un réel bouleversement au Vatican? Mais en tout cas, c'est une première. Barbara, est-ce que vous savez ce que c'est l'APSA au Vatican? Non, dites-moi. Non, c'est une colle. C'est l'administration du patrimoine du siège apostolique. Non, c'est pas très sexy comme nom. En fait, c'est ce qui supervisait jusqu'à maintenant les affaires économiques du Saint-Siège. Eh bien, désormais, on a un ministère qui supervise non seulement les affaires économiques du Saint-Siège, donc le Saint-Siège qui est un gouvernement, la curie et un secrétaire d'État, le Saint-Siège qui administre l'Église catholique, donc 1 milliard de personnes, mais un ministère qui supervise aussi l'État de la Cité du Vatican, donc 500 personnes qui ont la nationalité, un véritable petit paradis fiscal. Et alors, la tâche de ce ministère, ce sera notamment d'assainir les finances du Vatican. On regarde. Un ministère tout-puissant. Le nouveau secrétariat aura autorité sur toutes les activités économiques et administratives à l'intérieur du Saint-Siège et de l'État du Vatican.
Il aura en charge budget, ressources humaines et appel d'offres. Quant à l'APSA, qui gère le patrimoine du Saint-Siège, elle servira de banque centrale du Vatican. Le pape explique que l'Église est consciente de sa responsabilité de protéger et gérer avec attention ses biens. En effet, l'administration du Saint-Siège a connu jusqu'alors de nombreux problèmes et scandales. Ses rouages sont flous, ses responsables dispersés, ses privilèges vieillots et ses méthodes bureaucratiques. Tout ça sans vraiment de contrôle, c'est ce qu'avait notamment révélé le scandale des fuites de documents secrets Vatilix en 2012. Résultat, le Saint-Père souhaite que dorénavant des professionnels qualifiés soient impliqués. Pour superviser le nouveau ministère, un conseil pour l'économie a ainsi été institué par le pape, avec en son sein 15 personnes, 8 cardinaux ou évêques, mais aussi 7 experts laïcs de professionnalité reconnue, sans compter le recours prévu à divers cabinets d'audit, principalement américains, KPMG, Ernst & Young et d'autres. Le nouveau secrétariat à l'économie sera dirigé par le cardinal George Pell. À 72 ans, l'archevêque de Sydney est aussi un ancien joueur de rugby et fils de boxeur. Connu pour son franc-parler, le nouveau ministre de l'économie du Vatican n'hésite pas à reconnaître qu'on lui a confié une charge immense. Alors une charge immense, Barbara, et c'est la première décision d'ampleur du pape dans le cadre de cette grande réforme de la curie qu'il avait promise dès son élection. François accélère ainsi fortement une réforme qui avait déjà été souhaitée par Benoît XVI, mais jamais vraiment mise en œuvre jusqu'à présent en tout cas. Alors le pape François, il montre donc pleinement aujourd'hui sa détermination. Une détermination pour laquelle il était connu déjà à Buenos Aires, qui a d'ailleurs fait ce pape élire. Maintenant, il faut voir si ce ministère, il va tomber dans le panneau ou non. J'entends par là qu'il y a bien sûr des écueils à éviter. On verra par exemple ce qu'il advient des organismes qui jouissent d'une gestion autonome et qui n'ont pas de compte à rendre vraiment. C'est le cas de la congrégation qui gère les missions par exemple. Et puis il y a aussi un portefeuille très très important qui attire les convoitises. C'est celui de l'Institut pour les œuvres de religion. On a dit que le pape était déterminé. Eh bien je crois qu'il a de bonnes raisons de l'être. Je pense aux divers dysfonctionnements de l'Église, à sa perte de crédibilité. Et c'est pas nouveau. Le truc c'est qu'il y a 50 ans, peu de gens se préoccupaient des comptes du Saint-Siège. Mais maintenant, il y a les médias, du coup ça devient une urgence. Alors Georges Pell, le ministre de l'économie, il est déterminé lui aussi à l'image du pape François. Alors en tout cas, Pell, c'est plus un social qu'un traditionnaliste, ça c'est sûr, et c'est lui qui avait voulu que les Journées mondiales de la jeunesse aient lieu à Sydney, donc loin du cœur de l'Église, parce que l'Australie, disait-il, n'est pas connue comme un pays particulièrement catholique, une personnalité à suivre de très près aussi. Ça inquiète en Italie, cette nouvelle transparence affichée. Bien vu Barbara, alors le secrétariat qui a été créé va contrôler toutes ces structures donc dans la transparence afin que le Vatican et le Saint-Siège répondent aux critères du Conseil de l'Europe notamment. Mais ça signifie donc que la Banque d'Italie aura plus ou moins connaissance des finances de l'Église et donc des noms des gens qui ont des comptes au Vatican pour échapper bien sûr au fisc italien. Alors en quoi c'est différent d'un ministère de l'économie normal ? Alors, il ne s'occupe pas de gérer des revenus d'industrie, par exemple. Il ne gère que des flux d'argent qui échappent aux grands organismes financiers internationaux. Alors, c'est difficile de comparer, bien sûr, l'argent que le Saint-Siège récupère dans les paroisses avec les quêtes, bien sûr, avec les comptes de BNP Paribas, HSBC ou Banque Leumi. Pour le Vatican, les ressources sont les entrées dans les musées, les timbres, les visites de la basilique Saint-Pierre, les rentrées de l'IOR dont on a parlé. Ces dépenses, ce sont l'entretien, le personnel. Et pour le Saint-Siège, l'essentiel des ressources, c'est constitué des dons des églises locales, et puis les dépenses, ça c'est le fonctionnement de la curie, et les ambassades dans le monde, ça s'appelle les nonciatures. Voilà. Alors voilà pour ce changement avec ce ministère de l'économie, mais ce n'est pas le seul bouleversement, il y a eu aussi la nomination de 19 nouveaux cardinaux. Exactement, et il n'y a pas eu que ça Barbara, il y a eu une sorte de G8 déjà, 2 journées de réflexion avec les cardinaux sur les défis des nouvelles structures familiales, et effectivement samedi on a eu la cérémonie pour la création de 19 nouveaux cardinaux. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, c'est le cardinal britannique Vincent Nichols qui salue donc cette révolution opérée par le pape François. On l'écoute. Il nous a dit, ne prenez pas ça comme un honneur, comme une promotion, comme un privilège. Il nous a dit que c'était un appel à servir. Et c'est un appel qui vous invite avec amour à élargir vos horizons et à ouvrir votre cœur. Je n'utiliserai pas le terme de réforme, je parlerai plutôt de renouveau radical. Je crois que c'est un pape qui opère un changement radical dans l'Église. Radical parce qu'il touche le cœur des raisons pour lesquelles l'Église existe, pourquoi elle a une vie et quelle est sa mission.
Et alors à noter aussi, le pape a lancé une consultation mondiale totalement inédite, Barbara, sur les questions épineuses du mariage, de la contraception, de l'homosexualité. Je vous propose un petit dessin publié par le quotidien Le Monde. Alors première bulle, question 28, une personne assiste à la messe à côté de vous. Deuxième bulle, une personne qui est divorcée. Deuxième bulle, est-ce que ça vous est égal? B, vous changez de place. C, vous appelez le prêtre pour un exorcisme. Donc voilà, vu sous un angle un petit peu drôle. En fait, après enquête auprès des diocèses, on voit bien effectivement qu'il y a une grosse demande pour que l'Église soit plus ouverte, plus tolérante envers les personnes qui, selon les termes romains, sont en situation irrégulière. Ça veut dire les divorcés, les homosexuels, les personnes vivant en concubinage, etc. etc. Et c'est sans surprise que c'est en matière de morale sexuelle, Barbara, que les fidèles sont le moins en phase avec l'Église. Donc beaucoup de chantiers, mais c'est vraiment la réforme économique, encore une fois, qui est la plus grosse. Voilà, réforme économique. On a parlé également d'autres réformes. Il faut aussi souligner que le pape François est novateur par son style. Exactement. Alors ça, je voulais en parler. Le pape fait des blagues, il surprend. Il y a quelques jours à peine, c'était dimanche, il demandait à ses cardinaux d'éviter les comportements de cour. On écoute le pape François, c'était lors d'une messe au Vatican. Il cardinale, specialmente a voi lo dico, entra nella Chiesa di Roma. Fratelli, non entra in una corte. Cardinaux, vous entrez dans l'église de Rome. Mes frères, vous n'entrez pas dans une cour. Évitez les habitudes et les comportements de cour. Intrigues, bavardages, cercles, favoritisme. Chiacchiere, cordate, favoritismi, preferenze. Voilà, c'est pas la première fois qu'il s'adresse à ses cardinaux en demandant d'essayer de parler de la robe, de la soutane de l'un et de l'autre. Voilà, pape François. Nouveau qui s'ouvre sur le Vatican. Merci beaucoup, Bethsabée, d'être venu nous en parler, à suivre dans le Morning. On parle de ces opérations baptisées Moïse ou encore Salomon qui ont fait la gloire du Mossad et la fierté du peuple juif. En pleine nuit et en plein désert, des avions ont ramené en Israël, dans le secret le plus total, les Juifs d'Éthiopie. Les images après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On parle à présent de ces opérations qui ont fait la gloire du Mossad et la fierté du peuple juif. En pleine nuit et en plein désert, des avions vont ramener les Juifs d'Éthiopie en Israël. 30 ans plus tard, les premières images sont enfin diffusées. Cyril Amar, vous nous les rapportez ce matin. Oui, bien sûr, mais tout d'abord, on va parler de la genèse d'abord de ce projet. En 1975, vous savez, le gouvernement israélien reconnaît la judaïté de ceux qu'on appelle les Beta Israël ou les Falachas, comme on les appelait à l'époque, ces Juifs d'Éthiopie. En 1977, en accédant au pouvoir, Menachem Begin, le Premier ministre de l'époque, ordonne à ses services « Ramenez-moi la 13e tribu d'Israël, ramenez-moi les Juifs d'Éthiopie ». Aussitôt dit, très bientôt fait, puisque quelques années plus tard, à la faveur des crises politiques et humanitaires que traverse l'Éthiopie, eh bien Israël lance en 1984 et en 1991 les célèbres opérations dites Moïse et Salomon qui conduiront à l'acheminement vers Israël de quelques 20 000 Juifs d'Éthiopie. Alors Moïse et Salomon, ce sont les opérations les plus connues, les plus célèbres, les plus prestigieuses du Mossad, mais ce que l'on connaît moins, c'est l'histoire de ces petites opérations plus modestes qui ont été menées par Israël entre 1985 et 1989, alors que Jérusalem officiellement avait déclaré avoir cessé toute opération d'immigration, mais en secret, Jérusalem a mené une série de 8 opérations qu'il a baptisé, que le Mossad, qui était en charge des opérations, a baptisé Exodus, et qui ont fait émigrer en Israël plus de 2000 Juifs éthiopiens. C'était donc il y a 27 ans, presque jour pour jour, en cette nuit du vendredi 28 février 1987. L'armée de l'air israélienne et le Mossad s'apprêtent à lancer l'opération. La sécurisation de l'opération est assurée, elle, par l'unité Shaldag, cette unité d'élite, unité prestigieuse s'il en est de l'armée de l'air. Et ce sont précisément ces images de l'une de ces opérations que je vous propose de découvrir, des images inédites, comme vous l'avez dit Barbara, une des opérations les plus confidentielles et les plus audacieuses menées sur le sol soudanais, des images classées secret défense jusqu'à peu et qui viennent d'être déclassifiées. Je vous propose tout de suite de regarder. Vendredi 28 février 1987, 2h du matin. Après 5 heures de vol en basse altitude, un avion israélien de type Hercule se pose en plein désert du Soudan, l'un des pays musulmans les plus hostiles à Israël. L'atterrissage s'effectue dans l'obscurité la plus totale,
grâce à des moyens de vision nocturne, pour ne pas éveiller les soupçons de l'armée soudanaise. La piste est improvisée, elle a été choisie scrupuleusement par les agents du Mossad en charge de l'opération. La porte arrière de l'Hercule s'ouvre, les gestes sont précis, scénarisés lors des multiples entraînements dans le désert israélien du Negev des mois auparavant. 12 minutes exactement, c'est le temps qu'il faudra aux troupes spéciales pour embarquer les Juifs éthiopiens qui attendent là, près du camion vide. Tout s'enchaîne alors très vite. Une fois embarqués, les réfugiés sont comptés, les portes de l'Hercule se referment. Les agents du Mossad peuvent alors se tomber dans les bras et laisser éclater leur joie. Ils resteront sur le sol soudanais pour effacer toute trace d'une présence israélienne en ce soir du 28 février 1987. À l'intérieur de l'avion, les silhouettes prennent enfin forme, femmes, enfants et personnes âgées. Tous sont en route pour Israël. Un exodus des temps modernes, modèle 1987. Des images extrêmement émouvantes. Ouais, tout à fait. Une petite anecdote ou deux petites anecdotes qu'on ne voit pas dans le reportage, c'est deux témoignages. Le premier, celui du chef d'escadron qui a mené l'opération, qui est aujourd'hui un général à la retraite et qui nous dit que ce soir-là, pendant le briefing des pilotes, on se battait littéralement pendant le briefing pour participer à cette opération. Les soldats, même religieux, demandaient même à braver le respect du Shabbat en ce soir du vendredi 28 février 1987 pour aller sauver les vies des frères juifs et éthiopiens au-delà des lignes ennemies. Et puis Gad Shomron, qui est un agent du Mossad qu'aujourd'hui reconverti dans l'écriture de romans, justement romans d'espionnage, qui nous dit également que les agents du Mossad sur place ont été particulièrement émus, qu'ils ont laissé éclater leur joie, et c'était vraiment quelque chose de très émotionnel et qui a été vécu de manière très, très forte par ceux qui ont participé à cette émission. Et puis rappeler à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui environ 100 000 juifs éthiopiens vivent en Israël, avec quelques difficultés d'intégration que l'on connaît. Ça fait déjà plus de 20 ans, presque 30 ans qu'ils sont là, avec pas mal de difficultés. On en a déjà parlé sur cette antenne. Il reste des juifs à l'heure actuelle en Éthiopie ? Non, puisque les derniers à avoir immigré en Israël sont les Falash Moura. C'est des chrétiens qui ont été convertis plus tard en Israël. C'était sous le gouvernement Sharon. Merci beaucoup, Cyril Amar. Restez avec nous. C'est sur i24 News, nous sommes le mercredi 26 février. Voici les grands titres de l'actualité. C'est bien Israël qui a frappé un bastion du Hezbollah au Liban lundi soir. C'est un haut responsable israélien qui le confirme au Time Magazine américain. Les avions israéliens ont bombardé par missiles sol-sol deux positions du Hezbollah à la frontière libano-syrienne, tuant au moins 3 terroristes. Plus aucun soldat américain en Afghanistan, scénario désormais plausible. La patience de Barack Obama est à bout. Il a téléphoné au président afghan Hamid Karzai pour l'informer de sa décision. Un retrait total des forces américaines du pays si ce dernier s'obstine à ne pas signer un accord bilatéral de sécurité avec les États-Unis. Et puis le ton monte dans les rues de Turquie. Les appels à la démission d'Erdogan se succèdent au lendemain de la diffusion d'une conversation présumée entre le Premier ministre et son fils, évoquant de fortes sommes d'argent à cacher. La police turque a dispersé hier soir des rassemblements anti-corruption dans une dizaine de villes du pays. D'autres appels à manifester ont été lancés pour les jours à venir. Enfin, à noter que l'organisation des grands rabbins d'Europe en appelle à Binyamin Netanyahou, leur demande qu'Israël protège les juifs d'Ukraine. L'agitation politique dans le pays a été accompagnée par une vague d'attaques antisémites. Israël pourrait donc fournir des fonds et du personnel de sécurité afin de protéger les institutions juives du pays.
de cinéma à présent, le réalisateur Alfred Hitchcock est à l'honneur d'un festival à Tel Aviv où l'on s'intéresse plus précisément à ses débuts comme réalisateur de films muets. Mais voilà, vous allez le voir pour l'occasion, ces films sont projetés accompagnés de musique, un orchestre live. Regardez ce reportage, il est signé Shahar Peled et Elsa Mourgues. And I was at the top of these stairs that the second murder took place. Alfred Hitchcock a marqué l'histoire comme l'un des plus grands réalisateurs jamais connus. Well, let's go into her bedroom. Ce n'est donc pas une surprise si son œuvre est à l'honneur cette année au Festival du film britannique d'Israël. Mais il ne faut pas s'attendre à retrouver au programme ses grands classiques comme Sueur froide, Psychose ou Les oiseaux. Cet événement est entièrement dédié à ses débuts de carrière en tant que réalisateur de films muets. Hitchcock a réalisé en tout 10 films muets, mais seuls 9 d'entre eux ont survécu au temps. Leur localisation et leur restauration est le fruit d'efforts ambitieux menés par le British Film Institute. Le British Film Institute a parcouru les archives du monde entier pour chercher des copies existantes des 9 films, puis a comparé les pellicules pour obtenir une version parfaite de chaque film. Ensuite, ils ont été restaurés. C'est un merveilleux mélange de techniques traditionnelles avec des moyens artisanaux, avec des techniques bien plus complexes rendues possibles grâce au numérique. Comme pour les films muets classiques, les séances sont projetées avec un accompagnement musical en live, mais avec un petit changement, tous les films sont accompagnés de nouveaux arrangements musicaux composés spécialement pour l'occasion par de grands musiciens israéliens. Chacun a pu apporter sa propre interprétation à des œuvres quasi centenaires. I'm trying to maybe reconnect to the spirit of those times. J'essaie de me reconnecter à l'esprit de l'époque, à l'ère du ragtime. J'ai essayé de penser à Hitchcock, à son style de narration, comment il voulait raconter l'histoire. Ce mélange vif et unique remet au premier plan la collaboration culturelle entre les deux pays. Nous pensons que la culture a le pouvoir de changer les destins. Nous pensons que lier la Grande-Bretagne à Israël par le biais de la culture est un bon moyen de montrer la force des relations qui unissent les deux pays. Pour le même prix qu'une place de cinéma, les spectateurs ont pu profiter d'un concert et d'une œuvre historique restaurée. Et on peut se demander ce qu'aurait pensé Alfred Hitchcock s'il avait assisté à la séance en personne. Je pense qu'il aurait été surpris ce soir. Et ravi aussi, peut-être. Et on passe à l'actu sur Internet dans la revue web avec vous, Julien Baloul. Bonjour. Bonjour, Barbara. Alors, on commence avec la semaine de l'apartheid qui a déjà commencé aux États-Unis et en Grande-Bretagne et qui va bientôt s'étendre à l'Europe. On rappelle d'abord ce que c'est que la semaine de l'apartheid. C'est une organisation pro-palestinienne, BDS, un boycott des engagements et sanctions, qui lance ça à travers le monde. D'abord aux États-Unis et en Grande-Bretagne, comme vous l'avez dit, c'est en ce moment. Puis ça s'étendra au reste du monde, notamment à l'Europe, en France. En fait, c'est convaincre le monde entier qu'Israël est un État d'apartheid, un État raciste, via des actions choc, via également des actions sur les réseaux sociaux. On va voir par exemple un exemple d'image qui diffuse sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est un tweet par exemple systématiquement avec le hashtag Apartheid Week. Les réseaux sociaux vraiment c'est leur arme forte, leur secret, c'est systématiquement un message avec un message avec une photo, une infographie ou une image choc, souvent du sang, souvent vous savez le mur, la barrière de sécurité qu'ils appellent ça mur d'apartheid, mur de la honte. C'est vraiment ça leur message, leur arme forte. Voilà, il faut le tour des campus. Mais cette année il y a aussi des réponses des pro-israéliens, notamment l'armée israélienne qui répond de manière indirecte. On va voir ce que poste l'armée israélienne. Ils ont lancé la IDF Diversity Week, c'est-à-dire la semaine de la diversité dans l'armée israélienne. Alors ce qui est assez marrant de voir avec l'armée israélienne sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne répondent jamais directement parce qu'ils ne peuvent pas se mêler du débat politique, mais qu'ils le font de manière un peu plus subtile. On sait très bien que lancer la semaine de la Diversity Week le même jour que la semaine de l'apartheid, c'est une allusion quand même à l'Afrique du Sud, nation arc-en-ciel. C'est pas la première fois qu'ils font ça, mais voilà, c'est l'armée israélienne qui a fait ça. Bon, pas grand succès les tweets de l'armée israélienne, il n'y a pas beaucoup de monde qui le reprennent, mais c'est quand même le relever. Et puis les organisations également pro-israéliennes qui font des messages, des tweets. On va avoir quelques exemples de messages que les organisations pro-israéliennes lancent sur les réseaux sociaux. Alors vous voyez là, c'est une page Facebook qui s'appelle Rethink 2014 où les gens montrent pourquoi ils sont contre cette semaine de l'apartheid. Donc ils doivent imprimer le message « Je suis contre la semaine de l'apartheid » et ils complètent avec un message ensuite en donnant des contre-exemples d'apartheid en Israël, des exemples de coopération entre les Juifs et les Arabes,
etc., etc. Donc voilà, ça c'est le genre de messages qui sont postés. Ce soir, sur le web, on recevra quelqu'un qui organise des délégations d'étudiants israéliens dans les campus français pour convaincre les étudiants français qu'il n'y a pas d'apartheid. Donc il sera là sur le plateau pour parler des modèles de réponse contre cette semaine d'apartheid. Juste un point pour conclure là-dessus, ce qui est important de noter, c'est que d'après le Maariv, il y a une enquête qui a été publiée lundi et 80% des publications dans la presse sur cette semaine de l'apartheid, c'est ou bien des médias israéliens ou bien des médias juifs à l'étranger. Autrement dit, finalement, la semaine de l'apartheid, c'est peut-être un micro-événement et les médias israéliens qui en parlent plus que les autres. Donc c'est quand même à prendre avec un peu de recul. Ça fait 10 ans peut-être qu'on va vers la mort de ce phénomène qui n'est finalement pas un grand phénomène à en croire cette enquête. Voilà, pour cette semaine de l'apartheid, on poursuit avec la photo qui a agité le web hier. Cyril, vous en parliez ce matin. On en a parlé. Et il faut rappeler à juste titre, il va peut-être pas en parler, mais que le tweet de Julien Baloul sur i24 News a été repris par plusieurs médias, par plusieurs réseaux sociaux, notamment l'Atlantico, le Huffington Post. C'est un événement viral. C'est peut-être le premier qui a annoncé que c'est la photo qui secouait le web. Alors la photo, absolument. On va voir cette photo, mais je pense que vous l'avez déjà diffusée tout à l'heure. Voilà, cette photo et évidemment, donc, comme j'ai dit, comme Cyril l'a dit, donc j'ai vu ça, je l'ai posté sur Twitter, des centaines et des centaines de retweets. Je suis pas le seul à l'avoir reposté, soyons honnêtes. Des centaines de personnes évidemment 4000 ont repris. tweets en 4000 partages en 2 heures. Voilà, 4000 partages en 2 heures. Vous voyez un autre exemple de reprise. C'est un gros buzz sur les réseaux sociaux. La presse française en a parlé, mais ça n'a pas plu à tout le monde. C'est quand même d'un goût assez certain, admettons-le. Ça n'a pas plu à tout le monde. Vous voyez par exemple les photographes qui disent je n'aurais jamais fait ça. Le The Post a été obligé de publier un message expliquant que ce n'était pas leur volonté. Le photographe s'est retrouvé au milieu d'un succès auquel il ne s'attendait pas. Al Arabiya a fait aussi un jeu de mots très douteux. Je crois que c'est Heil No Merkel à peu près, si les mots me reviennent. Donc voilà, ça n'a pas plu à tout le monde, mais en tout cas gros buzz sur les réseaux sociaux. Voilà, et on poursuit avec une vidéo de Tsahal, l'armée israélienne, apparemment un message au Hamas et au Hezbollah. De quoi s'agit-il ? Oui, alors c'est assez amusant de voir. Est-ce qu'il faut regarder toujours avec l'armée israélienne parce qu'il ne s'explique jamais directement. Il faut toujours regarder les dates dans l'actualité. Au moment où il y a une frappe supposée, apparemment officielle, après ce que vous venez de dire dans les rappels des titres, une frappe contre des intérêts du Hezbollah. Il y a une vidéo qui est publiée en même temps par l'armée israélienne d'un entraînement dans les centres de combat urbains. Vous savez que l'armée israélienne s'entraîne vraiment dans ce genre de situation. C'est un message à la fois au Hamas et à la fois au Hezbollah pour dire nous avons un complexe unique au monde et nous sommes prêts à faire face à toutes les situations. On va voir un extrait de cette vidéo. On regarde. Urban Warfare Training Center, located in Israel's Negev Desert, is one of the most advanced military training facilities in the world. Known in Hebrew as Mala, the facility is comprised of over 600 individual structures, and it is intended to replicate the feel of an actual Middle Eastern city, from the towering mosques to the politically charged posters lining the streets. The need for such a comprehensive facility was realized by the IDF after it became clear that the modern battlefield had changed. For instance, during Operation Cast Lead, Hamas waged war from dense... Voilà, pour ces entraînements de l'armée israélienne, merci beaucoup Julien, merci Cyril. À suivre dans le Morning, on parle théâtre. Une pièce française signée Philippe Grimbert et André Djaoui est à l'affiche en ce moment en Israël. L'intrigue se déroule dans le Jérusalem des années 90. Nous recevons un de ses auteurs et un de ses acteurs après un nouveau journal. C'est le Morning et on termine cette édition par une large page culturelle. On va parler théâtre dans un instant avec une pièce française à l'affiche en Israël la semaine prochaine. Mais on commence tout de suite avec vous, Sandy Fortis, bonjour. Bonjour. Journaliste au Culture Mag, alors vous êtes venue ce matin nous présenter une artiste israélienne que vous recevrez cet après-midi. Exactement, elle s'appelle Sigalit Lando, elle est assez exceptionnelle, elle est israélienne, elle est née à Jérusalem en 1969, mais elle a grandi en partie à Philadelphie et à Londres, mais également une grande partie de son enfance en Israël, au-dessus du désert de Judée, en voyant l'horizon jordanien et une bonne partie de la mer Morte. Alors c'est vraiment pour elle une très grande source d'inspiration, la mer Morte, et on va le voir très bientôt. D'accord, alors elle fait quoi exactement cette artiste ?
c'est assez compliqué à définir parce qu'elle fait beaucoup de choses. Elle travaille des matériaux, elle a énormément d'imagination. C'est vraiment très impressionnant. Le mieux, c'est de vous montrer. Je vais vous montrer pas mal de ses projets. Alors, parmi ses récents travaux, il y a cette exposition autour des oliviers. Elle fait du vidéo art aussi, j'en avais pas parlé. Donc, on va voir une de ses vidéos. Exactement, voilà. Elle montre en fait comment on récolte les oliviers en Israël. C'est assez violent, assez impressionnant aussi parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'imagine pas que la cueillette des olives se fait de cette façon. Mais donc c'est une partie de son œuvre. Elle fait aussi des expositions. Elle a réalisé une exposition à Tokyo l'année dernière sur en partie ses oliviers. Donc on voit également que ses vidéos et ses photos sont diffusées sur de grands écrans. Et on voit également, il y avait une reproduction de la machine qui secoue les arbres. Pour faire tomber les olives. Alors, autre projet beaucoup plus doux, celui-ci, c'est autour de la barbe à papa. Elle a réalisé des masques autour de ses visiteurs. Oui, non, mais elle a protégé avec un film plastique, évidemment, les cheveux. Et donc, elle a créé des masques en barbe à papa tout autour des têtes de ses visiteurs. Elle l'a fait dans plusieurs endroits, notamment à New York, à Tokyo et à Umm-el-Fachem, dans le nord d'Israël. Elle touche un peu à tout, en fait. Elle utilise beaucoup de matériaux et elle est... Alors voilà, c'est une extraterrestre. Je pense que c'est une extraterrestre. Autre projet qui est un peu dans le même registre, qui est quand même assez doux. Elle a transformé un camion toupie en boîte à musique. Donc ça, c'est la version vélo. Mais ça, c'est la version camion toupie. Et elle s'est baladée dans les rues de New York et d'Heidelberg en Allemagne en offrant des sucettes aux passants. Alors, autre spécificité de cet article, vous allez nous l'expliquer, elle est assez obsédée par les pastèques et le sel. Alors, effectivement, c'est quelque chose... En fait, c'est pas qu'elle est obsédée, c'est qu'elle puise son inspiration dans ses origines. Comme je vous disais, elle s'inspire beaucoup de la mer Morte, et ses travaux sur le sel c'est du sel de la mer Morte. Soit elle trempe des objets dans la mer Morte pendant 1 ou plusieurs mois, en fonction, ça prend du temps à s'agripper aux objets en fonction de la chaleur et de la température. Donc. Et elle crée des objets, elle crée des œuvres d'art. Donc là, c'est la pastèque et le sel mélangés. C'est très israélien, en fait, finalement. Oui, la pastèque, mais justement, en fait, ce qu'elle aime, c'est que dans la plupart de ses œuvres, il y a un élément local. Et par exemple, dans une de ses expositions en papier mâché, elle n'a utilisé exclusivement que des feuilles du journal Haaretz. Ah bah voilà. Alors, elle travaille sur quoi en ce moment ? Alors, vous imaginez bien qu'en cernant le personnage, elle est sur 10 000 projets à la fois. Elle est en train de préparer une grande exposition au MACBA, le musée contemporain de Barcelone. Mais elle est également sur 2 projets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Il y a le Djihad Café, qui est un groupe de discussion, évidemment, autour de l'art. Elle aimerait réunir des artistes un petit peu de tous bords. C'est vrai qu'elle a du mal à inviter, à ramener auprès d'elle des Arabes israéliens ou de la communauté musulmane qui sont assez réticents à venir. Et un autre projet dont elle nous parlera sûrement cet après-midi, qui est le Salt Bridge. C'est un projet assez impressionnant. Elle espère réaliser en fait un pont en sel au-dessus de la mer Morte pour relier Israël à la Jordanie. C'est tout plein de symboles, mais c'est surtout magnifique. On peut voir une image tout de suite, de voir un peu... ça, c'est la maquette qu'elle nous a présentée dans ce studio. Oui, elle nous a reçus dans ses studios cette semaine. On a pu voir un petit peu. Vous en découvrirez évidemment plus cet après-midi. Voilà, rendez-vous est pris Culture Mag cet après-midi. Merci beaucoup, Sandy Fortis, d'être passée nous voir ce matin. Et nous sommes le mercredi 26 février, vous êtes sur i24 News, voici les grands titres de l'actualité. C'est bien Israël qui a frappé un bastion du Hezbollah au Liban lundi soir. C'est un haut responsable israélien qui le confirme au Time Magazine américain. Les avions israéliens ont bombardé par missiles sol-sol 2 positions du Hezbollah à la frontière libano-syrienne, tuant au moins 3 terroristes de la milice libanaise. Plus aucun soldat américain en Afghanistan, scénario désormais plausible. La patience de Barack Obama est à bout. Il a téléphoné au président afghan Hamid Karzai pour l'informer de sa décision. Un retrait total des forces américaines du pays si ce dernier s'obstine à ne pas signer un accord bilatéral de sécurité avec les États-Unis. Et puis à noter également ce matin que le ton monte dans les rues de Turquie et les appels à la démission d'Erdogan se succèdent au lendemain de la diffusion d'une conversation présumée entre le Premier ministre et son fils, évoquant de fortes sommes d'argent à cacher. Eh bien, la police turque a dispersé hier soir des rassemblements anti-corruption dans une dizaine de villes du pays. D'autres appels à manifester ont été lancés pour les jours à venir.
Enfin, sachez que l'Organisation des grands rabbins d'Europe en appelle à Binyamin Netanyahou, leur demande qu'Israël protège les Juifs d'Ukraine. L'agitation politique dans le pays a été accompagnée par une vague d'attaques antisémites. Israël pourrait donc fournir des fonds et du personnel de sécurité afin de protéger les institutions juives du pays. Et on parle théâtre à présent. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau. Alors, nous avons André Djaoui, Jean-Pierre Benaïm et Gabriel Villa. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle d'une pièce de théâtre, ça s'appelle donc Retour. Alors, André Djaoui, vous l'a co-signé avec Philippe Grimbert et vous êtes tous les deux à l'affiche de cette pièce. Alors, d'abord un mot, André, sur le fait de se produire en Israël. Pourquoi ? C'est une grande joie. C'est-à-dire que dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas qu'on allait la jouer ici. On l'a joué à Bruxelles, qui était formidable. On l'a joué à Nice. Voilà, l'idée c'était... À Toulouse. Au Festival d'Avignon. Vous parlez à 3 voix, c'est comme ça que ça se passe ? Oui, pourquoi pas. Alors en Israël, vous vous attendez à quel genre de public ? Ça va être une surprise, on va voir. Comme c'est une histoire qui se passe en Israël, qui est entre deux personnages juifs, un séfarade et un ashkénaze, qui se battent pour l'amour d'une femme. Le fait que ça se passe à Jérusalem n'est pas neutre, puisqu'en fait c'est le lieu de la paix, puisque c'est son nom. Et donc ces deux hommes, qui au départ sont plutôt dans la rivalité, vont trouver, on l'espère, la fraternité. Et donc le lieu de cette rencontre et de cette fraternité, c'est Israël. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Retour aussi. Alors un mot encore de l'histoire. Vous êtes marié dans la pièce à Sarah. Exact. Que vous êtes venu lui voler. Oui. C'est ça ? Oui. Avec une intention de retour du passé. Je vais rechercher mon passé et je vais voir le mari de celle que j'ai aimée dans ma prime jeunesse et je viens lui dire, je viens la chercher, je viens la prendre. Ce qui n'est pas facile d'entendre. Et je crois que Kavi, que joue Jean-Pierre, n'est pas du tout d'accord avec moi. Oui, alors on peut imaginer comment je peux recevoir... En fait, je suis cardiologue et il vient en urgence en tant que client et je me rends compte que c'est en fait celui qui vient chercher Sarah. Donc, c'est ce conflit qu'il va y avoir entre nous deux. Et puis, au fur et à mesure que je vais comprendre son histoire, il y a une très très belle amitié qui va se créer. Et voilà, donc je vous demande de venir la voir, comme ça vous allez mieux l'apprécier. Avec plaisir. Alors ça parle d'amour, on l'a dit, André Djaoui, mais aussi de ces couples que la Shoah a déchirés. Il y a eu des milliers d'histoires comme ça. On n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce sujet-là ? Non, en fait, cette histoire, elle est venue à moi. En fait, c'est une histoire vraie. Comme vous dites, il y a eu pas mal d'histoires dans ce genre. Donc quelqu'un un jour m'a raconté cette histoire. Enfin, c'est pas exactement, après on a changé des aspects surtout dans la deuxième partie. Et j'ai trouvé que c'était très émouvant, effectivement, que des couples se retrouvent 50 ans après, même 60 ans après. Et quand on a écrit cette pièce avec Philippe Grimbert, on s'est rendu compte, il y a plein de gens qui sont venus nous dire, mais ça m'est arrivé, j'ai rencontré 7 ou 8 couples qui se sont reformés 60 ans après. Donc, alors, vous l'avez dit, c'est également une histoire d'hommes. Une histoire d'amitié. Avi et Jacob vont passer tout au long de la pièce par toutes les étapes émotionnelles. Ça vous parle, cette amitié entre hommes comme ça ? Oui, ça me parle d'autant plus que moi, je ne suis pas juif. Et lorsque André et Jean-Pierre m'ont demandé de participer à cette vie, c'est une vie extraordinaire, je suis très fier d'être là, de partager ce moment-là. Et ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup et j'ai la chance de jouer avec un partenaire que je connais depuis de nombreuses années. Je crois que là, on donne le maximum de nous. On a envie de partager ces émotions. Émotions très fortes, des mots magnifiques. Oui, un texte parfaitement ciselé. Ces relations d'homme à homme, ça vous évoque quoi ? C'est formidable. Et c'est vrai qu'on est servi par un texte exceptionnel. À chaque fois qu'on fait cette répétition, qu'on la joue, on prend un plaisir formidable. Alors on est très, 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 très aidé par le texte. Et puis, effectivement, je pense que l'amitié entre deux hommes on le retrouve, même dans la vie normale. On est très, très, très amis. Quand on a un ami, quand on a trouvé un ami, on le garde pour la vie. C'est un peu ce qui va se passer. C'était voulu de garder que les hommes en scène. Sarah n'apparaît pas ? Non, alors c'est même un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder cette histoire. Je suis même passé au tout début par l'idée d'en faire un monologue. Donc c'est quelqu'un qui raconterait cette histoire. Il y a eu la phase où, au contraire, on allait avoir
toute la famille. On allait avoir ces 2 hommes, on allait avoir Sarah, les enfants de Avi et de Sarah. Et puis un jour, comme ça, l'idée de dire non, finalement, cette histoire, elle marchera mieux s'il n'y a que ces 2 hommes. Et au fond, cette femme dont on parle, c'est pas l'Arlésienne, mais presque. Le fait qu'elle ne soit pas présente, ça permet de la sublimer et de la rendre responsable, dans le bon sens du terme, de cette amitié. Alors, je vous propose tout de suite qu'on regarde un extrait de retour pour voir à quoi ça ressemble. Je reste. Vous restez, mais où vous restez? Bah ici, avec vous, avec Sarah, tous les 3. Non, attendez. Ce type va me rendre fou, là. Non. Mais Avi, nous serons très heureux. Sarah nous aime et nous l'aimons. Où est le problème? Jacob, je vous rappelle que je sais me battre. Ouais, enfin, l'expérience de tout à l'heure n'était pas très concluante. Puis je suis pas en train de vous menacer, bien au contraire. Je vous propose d'associer nos vies. Je vous apporte ma fortune en dot. Et vous me laissez partager l'amour de Sarah. Non. C'est une bonne proposition, non? Non, je vais pas vous Mais faire... Avi, nous allons profiter au maximum du temps qu'il nous reste. J'ai une fortune. Je n'ai pas d'héritier. Ah, nous n'en manquons pas, ça c'est vrai. Mais justement, ils en profiteront eux aussi, regardez. Alors André, Avi, dans la pièce est séfarade, Jacob est ashkénaze, il arrive des États-Unis. Ça donne un texte, on l'a dit aussi, haut en couleur. C'était voulu aussi de jouer sur ces 2 registres, ashkénaze et séfarade? Oui, c'est-à-dire que bon, il est clair que les différences entre ces deux origines juives sont connues, mais on joue plutôt sur l'aspect comique ou enfin... on voit qu'il s'amuse, ça c'est sûr. Oui, enfin on espère que c'est le public qui va s'amuser surtout. Mais d'une manière générale, franchement, on a des rires là où on les avait prévus, on en a là où on les avait pas prévus, donc c'est une bonne surprise. Vous incarnez un personnage israélien dans la pièce, ça a changé quelque chose dans votre approche? J'essaye, en plus, en Israël, j'essaye de trouver des chaussures qui correspondent au personnage d'Israël et une chemise. Et je vais essayer de la trouver parce que je trouve que je fais un peu trop... Européen? Un peu trop européen là, dans Cardiologue cette français. pièce. Oui, c'est ça. Donc je vais essayer de changer un peu de tenue. Non, mais c'est vrai que... je rentre complètement dans le personnage, c'est évident. Et c'est vrai que le fait de venir jouer en Israël me rapproche encore plus du personnage. Ouais. Votre personnage, il n'a jamais mis un pied en Israël? C'est la première fois qu'il vient en Israël. C'est la première fois qu'il découvre cette terre et il est passionné par cette terre, il le dit d'ailleurs. C'est la première fois aussi qu'il rencontre le mari de celle qu'il a aimée. Mais quand on parlait de Sarah, je crois qu'elle n'est peut-être pas présente physiquement, mais elle est tellement là dans les mots, dans les attitudes, dans les répliques, que le spectateur s'identifie, les femmes surtout, s'identifient au personnage. Et beaucoup, notamment en Avignon, les femmes venaient nous voir et disaient « Ah, vous avez eu de la chance d'aimer une femme comme ça. » Donc pour nous, c'est très fort. C'est très fort. Merci André. Merci André. Alors André, un mot de Philippe Grimbert avec qui vous avez écrit cette pièce à 4 mains. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec lui? En fait, chronologiquement, c'est pas passé comme ça. Donc on m'a raconté cette histoire vraie. Donc moi j'ai une carrière de producteur, j'ai fait ça pendant 25 ans. Donc pour moi j'ai eu le premier réflexe, c'était un réflexe de producteur. Je me suis dit je vais trouver un auteur et à qui je vais demander d'écrire cette pièce ou ce film. Je ne savais pas trop à l'époque. Et puis un jour je me suis dit mais au fond pourquoi pas essayer. Et en fait, j'ai fait un premier jet dans un Tel Aviv-Paris de 5 heures. Et en 5 heures, sur des feuilles comme ça volantes, j'ai commencé à mettre sur le papier des dialogues. Puis je me suis dit que finalement, ça me plaisait. Ça venait relativement facilement. Bon, après avoir écrit un premier jet, au bout de quelques mois, j'ai ressenti le besoin, c'est vrai, d'avoir quelqu'un qui vienne m'aider. J'avais rencontré Philippe Grimbert, bizarrement ici. Il était venu présenter il y a 5 ou 6 ans... Un secret, le film sur lequel son livre a vendu 1 million d'exemplaires. Donc on avait sympathisé, je l'ai appelé, et à ma grande surprise, il m'a dit oui, alors qu'il est psy, occupé, il écrit des livres, des pièces. Donc je me suis dit, on va voir ce qu'il va dire, et il m'a répondu avec enthousiasme, et on s'est mis à travailler, à 4 mains, comme vous dites. Et on peut s'attendre à une adaptation au cinéma, comme un secret qui a connu un grand succès. C'est prévu. Ce sera pour quand? J'espère l'année prochaine, j'espère la tournée cette année. Avec à l'affiche? Je ne sais pas encore. Nous n'avons pas fait le casting du film, non. Mais en tous les cas, déjà, on parle de théâtre et on va la jouer à Paris aussi, ce qui est important pour nous. Alors, la semaine prochaine, en tout cas, ce sera en Israël, dans plusieurs villes. Tout à fait. À Netanya, on commence à Netanya, donc dimanche, ensuite dimanche 2 mars, ensuite à Ranana, ensuite à Tel Aviv, le 6, où j'espère vous viendrez. Juste à côté, le théâtre qui est à 200 mètres d'ici.
et ensuite à Jérusalem et Ashdod. Le rendez-vous est pris. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Passez une belle journée. Portez-vous bien.